Épisode Le prix du pain divisé par 100. Chapitre 1. La baguette et la promesse. On nous promet une économie multipliée par 100 et un revenu qui tomberait presque du ciel. Mais personne ne mange 100 baguettes par jour. Et c'est toute la promesse qui vacille dans ce détail. Mai 2024, salon Vivatech à Paris. Sur un écran géant, Elon Musk apparaît en visioconférence, souriant, et lâche une phrase qui fait le tour du monde. D'après lui, dans un scénario favorable, aucun de nous n'aurait plus besoin de travailler. Il évoque un revenu élevé, accessible à tous, et une abondance de biens et de services. Plus tard, devant des investisseurs, il va plus loin encore. Avec l'intelligence artificielle et les robots, dit-il en substance, l'économie mondiale pourrait être multipliée par 10, peut-être par 100. Gardons cette image en tête et descendons de la scène. À 300 mètres de là, une boulangère vend sa baguette 1,10 €. Imaginons que demain, une intelligence artificielle, un four autonome, une chaîne logistique parfaite divise son coût de production par 100. Le prix s'effondre. Voici la question, presque enfantine, qui va nous occuper pendant 20 minutes. Est-ce que les Parisiens vont manger 100 fois plus de pain ? Bien sûr que non. On a un estomac, pas un réservoir de calories sans fond. On en mangera un peu plus, on en gaspillera un peu, et puis voilà. Et là, quelque chose de troublant apparaît. Si le pain coûte 100 fois moins cher et qu'on en consomme à peine plus, alors le chiffre d'affaires de ce secteur ne grimpe pas. Il peut même s'effondrer. Attention, pour le consommateur, c'est évidemment une bonne nouvelle. Il paie moins cher son pain, il garde de l'argent pour autre chose. Mais c'est précisément ce autre chose qui devient décisif. Si l'argent économisé ouvre de nouveaux usages, de nouveaux métiers, de nouvelles productions, alors la croissance peut apparaître ailleurs. Si ce n'est pas le cas, on a surtout déplacé ou détruit du revenu dans le secteur initial. Moins cher pour un produit dont on a déjà assez ne suffit donc pas à rendre l'économie 100 fois plus riche. C'est exactement là que la promesse de Musk cache un raccourci. On nous présente l'abondance comme une évidence. La machine produit tout, donc tout le monde nage dans la richesse. Mais entre les choses qui deviennent moins chères et nous qui devenons plus riches, il y a un pont. Et ce pont, dans ces discours, personne ne prend vraiment la peine de le construire. Parce que si l'intelligence artificielle traite la plupart de nos services comme on vient de traiter le pain, ta banque, ton assurance, ton support client, elle les rend moins chers sans que tu en veuilles 10 fois plus. Tu ne souscris pas 100 contrats d'assurance parce que le prix a baissé. Un seul te suffit, comme avant. Alors où est passée la fameuse explosion de richesse ? Et pourquoi se cacherait-elle ailleurs que là où le prix s'écroule ? Cet épisode n'est pas une prédiction contre une autre. C'est une méthode pour tester les promesses d'abondance. Avant de croire à l'argent qui tombe du ciel, il faut répondre à une question beaucoup plus terre-à-terre. C'est quoi, au juste, la croissance ? Et d'où vient-elle vraiment ? Chapitre 2. La mécanique cachée. Avant de juger la promesse, il faut ouvrir le moteur. Et ce moteur n'a rien de magique. Commençons par nettoyer un malentendu. Quand un économiste parle de croissance, il ne parle pas simplement de prix qui monte, il parle de volume, de quantité réelle de choses produites. C'est ce qu'on appelle la croissance corrigée de l'inflation ou croissance réelle. On prend la richesse produite, on retire l'effet des prix et on ne garde que le supplément de biens et de services bien réels. Si les prix doublent mais qu'on produit la même chose, il n'y a pas 1 gramme de croissance, juste de l'inflation. Retiens ça, c'est la boussole de tout l'épisode. Maintenant, le moteur. D'après une formule restée célèbre de l'économiste Paul Krugman, la productivité n'est pas tout, mais à long terme, c'est presque tout. La productivité, c'est produire davantage avec le même temps de travail. Et c'est vrai, c'est bien l'une des sources profondes de notre enrichissement depuis 2 siècles. Sauf qu'il y a un piège, que les prophètes de l'abondance escamotent souvent. Un gain de productivité ne garantit pas à lui seul une croissance partagée. Il libère des ressources, il permet de produire la même chose avec moins de bras ou davantage avec les mêmes bras, mais pour que cela devienne une prospérité visible, il faut une seconde étape. Il faut que le temps libéré, les compétences libérées et l'argent économisé partent produire autre chose, ailleurs. Dans notre boulangerie, la machine ne rend pas seulement la baguette moins chère, elle libère du temps, celui de la boulangère, de ses salariés, de ses fournisseurs. La vraie question devient alors, que vont-ils faire de ce temps libéré ? Prenons l'agriculture, parce que l'histoire a déjà fait l'expérience pour nous. Il y a un siècle, dans beaucoup de pays riches, une part immense de la population travaillait encore au champ. Aujourd'hui, c'est une toute petite minorité. Et pourtant, on produit beaucoup plus de nourriture. Que s'est-il passé ? Le tracteur et la machine ont libéré des dizaines de millions de paysans. Et ces bras sont partis faire tourner les usines, puis remplir les bureaux, les hôpitaux, les écoles. La croissance n'est pas venue parce qu'on a mangé 10 fois plus de blé. Elle est venue parce que les gens libérés par le tracteur se sont mis à fabriquer des voitures, à soigner des malades, à enseigner, à coder, à construire. Voilà la mécanique, la vraie. La croissance, c'est une chaîne.
La productivité libère des ressources, mais il faut les réaffecter ailleurs. Et surtout, il faut que les gens aient un revenu. Sinon, personne n'achète ce qui sort des machines. La machine peut produire, mais elle ne décide ni qui possède, ni qui gagne, ni qui achète. Qu'un seul maillon lâche et toute la chaîne se grippe. Et c'est le dernier maillon qui va nous intéresser. Parce que cette production, il faut bien que quelqu'un l'achète. Et pour l'acheter, il faut un revenu. On verra que c'est là que le rêve se fissure. Mais d'abord, une question demeure. Si la croissance ne naît ni automatiquement dans le pain, ni automatiquement dans ta banque, alors dans quoi exactement? Chapitre 3. Le pain, la lumière et l'énergie. Il existe deux familles de marchandises au monde, celle dont on se lasse et celle qui ouvre de nouveaux usages. Toute la question de l'abondance tient dans cette frontière. Reprenons notre baguette et posons-la à côté d'une simple ampoule. D'un côté, le pain, un besoin borné. Quand son prix tombe, on n'en mange pas 100 fois plus parce qu'on est vite rassasié. Les économistes ont même une loi pour ça, la loi d'Engel. Plus on devient riche, plus la part de notre budget consacré à la nourriture tend à diminuer. Notre boulangère peut vendre son pain moins cher, mais elle ne peut pas inventer un deuxième estomac à ses clients. Le pain, c'est le type même du marché qui se contente de peu. De l'autre côté, la lumière, et là, tout change. Selon les travaux de l'économiste William Nordhaus, le prix de la lumière artificielle a été divisé par des milliers depuis le début de l'ère industrielle. Et qu'a fait l'humanité? Elle n'a pas gardé la même quantité de lumière en payant moins cher. Elle a inondé de clarté ses rues, ses maisons, ses usines, ses nuits entières. La consommation a explosé parce que la lumière, contrairement au pain, ouvre un espace d'usage presque sans fin. Voilà la frontière qui décide de tout. D'un côté, les biens dont on se lasse, comme le pain ou certains contrats d'assurance. Une intelligence artificielle les rend moins chers sans qu'on en veuille beaucoup plus. Dans ce cas, la baisse de prix peut surtout réduire le chiffre d'affaires mesuré du secteur concerné. De l'autre, les biens catalyseurs, comme la lumière hier ou le calcul informatique aujourd'hui, là, moins cher veut dire des usages neufs et parfois une vraie explosion. Et il existe un catalyseur qui les domine tous, l'énergie. C'est la matière première de presque tout. Sam Altman l'a formulé à sa manière. À long terme, le coût de l'intelligence pourrait se rapprocher du coût de l'énergie. Si l'intelligence artificielle rend l'énergie abondante et bon marché, en accélérant la fusion nucléaire, les réseaux électriques, les batteries ou la découverte de nouveaux matériaux, alors oui, le moteur de croissance est réel. Ce n'est pas un mirage, c'est même la meilleure carte de tout le camp optimiste. Il faut le reconnaître, si l'intelligence artificielle ne se contente pas d'automatiser des services existants, mais accélère la science elle-même, l'énergie, les médicaments, les matériaux, la robotique, alors on ne parle plus seulement de faire moins cher ce que nous faisons déjà, on parle d'élargir le domaine du possible. D'ailleurs, DeepMind a déjà montré qu'une intelligence artificielle pouvait aider à contrôler le plasma brûlant d'un réacteur expérimental. Sauf qu'il y a un retournement. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne produit pas encore d'énergie. Elle en consomme beaucoup. Les projections de l'Agence internationale de l'énergie pointent une hausse rapide de la demande électrique des centres de données, portée notamment par l'intelligence artificielle. Et dans certaines régions, cette nouvelle demande pèse déjà sur les réseaux, les délais de raccordement et parfois sur le prix de l'électricité disponible aux heures de pointe. La promesse, c'est une énergie moins chère demain. La facture, elle, grimpe déjà aujourd'hui. Et c'est là qu'on confond deux horloges. Quand Sam Altman ou d'autres annoncent une super-intelligence dans quelques milliers de jours, ils parlent de la capacité d'une machine, pas du jour où toute l'économie en profitera. Entre les deux, il peut y avoir des années, parfois des décennies. L'électricité, elle aussi, a mis du temps avant de transformer visiblement les chiffres de productivité. Les estimations actuelles sur l'intelligence artificielle sont donc très dispersées. Dans un article très discuté, Daron Acemoglu estime un effet macroéconomique modeste sur 10 ans, autour d'un point de PIB supplémentaire pour les États-Unis. Goldman Sachs, de son côté, a publié des scénarios beaucoup plus optimistes, avec plusieurs points de PIB mondial en plus sur une décennie. Entre ces nombres, il y a un monde. Et personne, aujourd'hui, ne sait lequel est le bon. On pourrait objecter, si tout devient moins cher, même sans salaires élevés, les gens vivront mieux. Et c'est vrai, en partie. Une baisse massive des prix augmente le pouvoir d'achat, mais elle ne règle pas tout. D'abord parce que certains biens restent rares. Le logement bien placé, les terres, les meilleures écoles, certains soins humains, le pouvoir politique. Ensuite parce qu'une société ne vit pas seulement de prix bas. Elle vit aussi de revenus, de statut, de propriété et de capacité à choisir sa vie. Même si le moteur finit par démarrer, une autre question surgit alors, qui tient les clés. Chapitre 4, qui ramasse la mise. Admettons que la croissance arrive. Reste une question que personne, sur scène, ne pose assez clairement. Pour qui ? Faisons un cadeau aux optimistes.
Admettons que l'intelligence artificielle crée vraiment de la croissance. La vraie question alors n'est plus seulement combien, mais pour qui. La machine peut produire, mais elle ne décide ni qui possède, ni qui gagne, ni qui achète. Et là, l'histoire économique est cruelle. Selon une étude de William Nordos sur les gains de l'innovation, les entreprises innovantes ne captent qu'une petite partie de la richesse totale créée par leurs inventions. Une grande part file vers les consommateurs, sous forme de prix plus bas et vers la société. La concurrence érode les marges, copie les bonnes idées et redistribue une partie du gâteau. Bonne nouvelle pour le client, mais souvenons-nous de notre boulangère. Si le four autonome lui appartient, elle garde une partie du gain. S'il appartient à une plateforme qui loue ses machines à toutes les boulangeries du quartier, la mise remonte ailleurs. Or, il y a un détail que cache le mot croissance. La richesse d'un pays se partage notamment entre ce qui va au travail, en salaire, et ce qui va au capital, en profit, loyer, intérêts, dividendes. Depuis les années 80, dans beaucoup d'économies, la part qui revient au travail a reculé ou reste sous pression. Si l'intelligence artificielle est une machine qui appartient surtout à des actionnaires, alors la richesse peut grimper pendant que les salaires stagnent ou même reculent pour certains métiers. Le pays produit plus, mais ce sont les machines qui produisent et leurs propriétaires qui encaissent une part croissante du revenu. Ça paraît théorique, ça ne l'est pas. Regardons l'industrie américaine. Selon le Bureau américain des statistiques du travail, elle a perdu plusieurs millions d'emplois depuis la fin des années 70, alors que sa production réelle, malgré des cycles et des crises, a fortement augmenté sur longue période. Plus de richesses, beaucoup moins de monde. La croissance et l'emploi peuvent divorcer. Et c'est peut-être l'une des phrases les plus importantes de cet épisode. Les économistes parlent parfois de croissance sans emploi, et ça donne le vertige quand on y pense jusqu'au bout. Certains pays connaissent déjà des formes de croissance tirées par des secteurs qui emploient peu. L'Afrique du Sud, par exemple, a connu des années de croissance positive tout en gardant un chômage extrêmement élevé. Ce n'est pas exactement le futur de l'intelligence artificielle, mais c'est un avertissement. Une économie peut grossir sans embarquer tout le monde. Ce qui nous amène au paradoxe le plus piquant. On entend parfois que demain, l'épargne ne servira plus à rien, que tout sera abondant et gratuit. Mais si les machines font une part croissante du travail, c'est plutôt l'inverse qui peut arriver. Dans une économie où les machines produisent, la question décisive devient « Possèdes-tu une part des machines ou seulement ton temps de travail ?» Privé de salaire et de toute part dans les machines, tu dépends des transferts, des prix bas ou de la charité politique. Avec des parts dans ces machines, tu encaisses une partie des profits. L'épargne ne devient pas forcément inutile, elle peut devenir le jeu central. Et ce n'est pas un hasard si ceux qui annoncent l'abondance future sont aussi ceux qui accumulent aujourd'hui du capital, des puces, des données, des réseaux, de l'énergie. Il y a une tension entre le discours public sur l'abondance et les stratégies privées d'accumulation. Et si ceux qui produisent n'ont plus besoin de payer ceux qui consomment, alors il manque une pièce dans la boucle. Chapitre 5. L'argent qui tombe du ciel. Arrive la pièce manquante du puzzle, celle qui devait tout sauver et qui, en réalité, avoue une partie du problème. Reprenons le fil. Si l'intelligence artificielle écrase une partie des salaires, une question reste sans réponse. Qui va acheter tout ce que les machines produisent ? Une économie, c'est une boucle. Les entreprises versent des revenus, les gens dépensent et ces dépenses font vivre les entreprises. Coupe trop brutalement les salaires et tu coupes la demande. Les machines crachent une abondance que beaucoup de gens n'ont plus les moyens de s'offrir. C'est là, exactement là, qu'arrive le fameux revenu qui tombe du ciel. Ce n'est pas seulement un supplément généreux ajouté à la fin de l'histoire, c'est aussi la rustine indispensable pour reboucher le trou que cette logique peut creuser. Le revenu universel dans ce récit n'est pas seulement un cadeau, c'est un aveu. L'aveu qu'une économie très automatisée doit recréer du revenu quelque part si elle veut encore avoir des acheteurs. Et c'est là que le discours devient instable. Elon Musk a plusieurs fois évoqué l'idée d'un revenu universel élevé, rendu possible par l'abondance robotique. Mais cela suppose des chèques, des impôts, une puissance publique capable de redistribuer. Autrement dit, l'institution que beaucoup, dans ce même camp idéologique, veulent pourtant réduire au minimum. Dans le même univers intellectuel, certains investisseurs de la Silicon Valley défendent l'abondance technologique, pendant que d'autres dénoncent le revenu universel comme une dépendance à l'État. L'un veut les chèques, l'autre les déteste. Et c'est censé être la même vision du futur. Les questions s'empilent, sans réponse simple. On nous assure parfois qu'il n'y aura pas d'inflation parce que les robots produiront bien plus que la masse monétaire.
Mais distribuer de l'argent quand le logement, les terrains bien placés ou les bonnes écoles restent rares, ça ne construit pas automatiquement un seul logement. Ça peut aussi faire monter les loyers et les prix des biens rares. Et puis, qui paye ? Les chèques sont souvent imaginés dans un cadre national, surtout américain. Mais le revenu universel au Kenya, au Bangladesh ou au Maroc, qui le verse ? Une entreprise mondiale, un État national, une taxe internationale. Un revenu universel mondial supposerait presque une capacité fiscale mondiale. Or, c'est précisément l'institution qui n'existe pas. La promesse mondiale s'arrête donc souvent aux frontières des pays capables de lever l'impôt. On a déjà vécu une promesse de ce genre d'ailleurs. En 1930, l'économiste John Maynard Keynes annonçait que, grâce à la productivité, ses petits-enfants pourraient travailler 15 heures par semaine. Il avait raison sur la productivité, on l'a eu et au-delà. Mais la semaine de 15 heures n'est jamais devenue la norme, parce que nos désirs ont grandi avec nos moyens, parce que les statuts sociaux se comparent et parce que les gains n'ont pas toujours été convertis en temps libre pour tous. La productivité a tenu une partie de sa promesse, le temps libre, beaucoup moins. Alors, qu'est-ce qu'on emporte de tout ça ? Pas un verdict, une grille de lecture. En réalité, il n'y a pas un seul futur de l'intelligence artificielle. Il y en a au moins 3. Un futur où elle fait surtout baisser les prix de services déjà saturés. Banque, assurance, démarche, support client. Prix plus bas, mais croissance limitée et emplois supprimés. Un futur où elle ouvre de nouveaux continents économiques. Énergie, médicaments, matériaux, robotique, éducation personnalisée. Et là, les gains peuvent être massifs. Et un futur où elle crée bien de la richesse, mais la concentre entre les mains de ceux qui possèdent les machines. Toute la politique des prochaines années consistera à savoir lequel de ces futurs deviendra dominant. La prochaine fois qu'on vous promet l'abondance pour tous, ne demandez pas seulement si la croissance arrive. Demandez de quelle ampleur, sur quel horizon et avec quelles preuves. Demandez au profit de qui, le travail ou le capital. Demandez qui paiera pour que cette abondance trouve enfin des acheteurs. Et repensez à cette baguette. Si son prix est divisé par 100, personne ne mangera 100 baguettes. La vraie question commence après. Qui possède le four ? Qui touche le revenu ? Et qui peut encore entrer dans la boulangerie ? L'intelligence artificielle est peut-être un moteur immense, mais un moteur ne choisit pas la route. Il ne choisit pas qui monte à bord. Il ne choisit pas non plus qui reste sur le trottoir. Ça, ce sont des choix humains. Et c'est précisément pour ça qu'il faut regarder, non pas seulement la machine, mais celles et ceux qui tiennent le volant. Vous écoutiez Le prix du pain divisé par 100. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.